Bonjour, que la lumière divine qui vient d'en haut, qui vient d'en bas et qui vient de partout s'incarne en vous. Restez avec moi, dans un instant je reçois un jeune libre penseur, un atypique inspirant comme on les aime ici, un précurseur aux idées innovantes, à la fois thérapeute et youtubeur avec sa chaîne Énergie Positive qui compte plus de 42 500 abonnés. Je dois dire que j'ai failli être jaloux, moi, et que nous avons hâte d'arriver à ce chiffre, Hamdi et moi. Mais le bébé de Jocelyn a 6 ans. Il a donc presque l'âge de raison, tandis que nos jumeaux que sont le Grand Bazar de Gaïa et Dowan TV, et qui viennent tout juste d'avoir 2 ans, totalisent à ce jour quand même plus de 13 500 abonnés en progression exponentielle. Et si vous voulez booster leur croissance, autorisez-vous à vous abonner, histoire d'affoler les algorithmes, et autorisez-vous aussi à nous faire des dons. Des dons qui payeront déjà la nourrice, les couches, les couffins, les poussettes, les hochets, les Gameboys, les tablettes, les téléphones. Et oui, à 2 ans, on continue, on commence déjà à pitonner comme des malades. Bon, mais fermons ici la parenthèse à cause des courants d'air. Jocelyn Huet, mon invité d'aujourd'hui, vient de publier Un autre regard sur soi, chez Très Daniel, un ouvrage très riche, très fourni et très clair, qui, comme son nom l'indique, nous invite à poser un autre regard sur nous-mêmes et par conséquent également sur les autres, puisqu'ils sont nos miroirs, et conséquemment également sur votre serviteur, puisque je suis en quelque sorte un miroir aussi. Alors, j'ouvre encore une parenthèse. Si vous n'êtes pas trop fan de mes introductions et que vous regardez cette émission en replay, ou plutôt en rediffusion, pour parler français, ne vous gênez pas, zappez-moi, faites comme sur Netflix, passez l'intro et allez directement au timecode qui s'affiche ici. Si vous êtes en direct avec nous, ou plutôt en première sur YouTube, autorisez-vous à utiliser le chat. Oui, on dit le chat, mais ça s'écrit chat. Alors moi, je dis chat, comme c'est écrit, c'est-à-dire la zone de dialogue à droite de la vidéo. Et grâce à mon don d'ubiquité, je pourrai à la fois parler dans le post et en même temps vous saluer tranquillement, tout en répondant à vos questions. Alors, bienvenue au Grand Bazar de Gaïa sur YouTube et à Dowan TV sur Patreon pour la version intégrale et complète sans coupure ni censure. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, à chacune et à chacun, genré, non genré, pas assez genré ou trop genré, incarné, désincarné, réincarné, pur esprit, pour peu que votre taux vibratoire ne soit pas en dessous des normales saisonnières. Vous êtes naturellement toutes et tous mes invités, mais invités aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vu que 35% d'infortunés followers et vrais lovers ne le sont pas encore. Au Grand Bazar de Gaïa, vous trouverez des contenus inédits pour éclairer votre chemin d'éveil. Tous les outils utiles et indispensables aux explorateurs de soi et de l'univers dans des émissions joyeuses et vues d'en haut autour de la spiritualité, de la croissance personnelle et de l'invisible. Des interviews, des channelings, des lectures inspirées, mais aussi dans la boutique du site fieldone.com, des e-books et un atelier exclusif pour ceux qui veulent briser la gêne et les chaînes de la solitude. C'est pas tous les jours facile d'être un starseed dans un groupe qui crée du lien avec des personnes sur la même longueur d'onde que vous, un atelier en ligne qui fait du bien au corps, au cœur, à l'esprit et à l'âme, auquel vous pouvez vous joindre si vous en avez l'élan. L'élan, le cerf, la biche, la gazelle ou le caribou, évidemment. Donc ces groupes s'appellent des phares, F-A-R, pour famille d'âmes recomposées. Rien à voir avec le phare breton, ça se mange pas, mais ça nourrit quand même son homme et sa fiancée. Un groupe de paroles et de pratiques énergétiques à géométrie variable qui se réunit sur Zoom un samedi toutes les 3 semaines pendant 2h30 afin que nous devenassions de meilleurs communicants. Devenions communicants. 12, le nombre de places est limité à 12. Toutes les infos à la toute fin. Alors, dans tous les cas, après avoir vu cette émission, autorisez-vous aussi à vous promener dans les rayons de notre Grand Bazar aux 82 émissions de premier choix à découvrir si vous ne les avez pas vues. N'attendez pas que les algorithmes de Google vous les proposent. Soyez vous-même les acteurs et les actrices de vos nourritures informationnelles et spirituelles.
Aimez, partagez, et si vous postez un commentaire interrogatif bienveillant, je vous répondrai personnellement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil de One, 3 en 1, coach vocal holistique, entraîneur spirituel et chroniqueur de l'invisible. Alors restez avec moi, j'en ai presque fini avec mon intro. Dans quelques secondes, vous en apprendrez davantage que sur toutes les autres chaînes concurrentes, grâce à la pertinence de mes questions, bien plus qu'ailleurs sur ce média incontournable, à l'exception bien sûr de Dowan TV sur Patreon, où pour le prix d'un café par mois, vous aurez accès non seulement à la deuxième partie de cette émission, mais aussi à l'intégralité intégrale et complète de toutes les autres émissions. Merci de comprendre, chers frères et sœurs en humanité, que le grand bazar de Gaïa n'étant pas monétisé par des publicités non désirées, des spams en quelque sorte, vous seul, avec avec quelques sous, quelques copecs, quelques pépettes, quelques pistoles, picaillons, radis ou fifrelins, vous pouvez nous permettre d'exister. Merci par avance. J'ajoute que vous pouvez aussi nous soutenir avec PayPal ou Litchi. Les liens sont sous la vidéo. Alors, mon invité d'aujourd'hui s'appelle Jocelyn. Nous y voilà. Jocelyn Huet qui a accepté, et c'est à souligner, que je le passe en quelque sorte à l'épreuve du test, puisqu'il m'a autorisé à vivre avec lui, sous sa direction, une séance de kinésiologie intégrative. Et je peux vous dire que cette séance a déjà produit des effets importants. Nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Jocelyn Huet s'est formé en Inde, en Thaïlande, au Pérou avec des chamans et en Chine avec des maîtres en art énergétique avec lesquels il a notamment appris le dépassement de soi, ce qui lui a permis ensuite de créer une méthode exclusive, la kinésiologie intégrative, qui permet de vivre avec une vie chargée de sens en restant aligné avec nos valeurs profondes et qui, je l'ai découvert, peut merveilleusement se pratiquer à distance. Il nous dira comment ça se passe pratiquement. Dans son livre, donc un autre regard sur soi, il nous propose une méthode exclusive, totalement inédite, qui se fonde sur ce mantra. Se dire je me connais, c'est se baser sur son passé. Se dire je me découvre, c'est s'ouvrir à de nouvelles potentialités. Et j'en profite pour saluer mes potentiels. Bonjour Jocelyn, comment l'énergie vitale circule-t-elle en toi ici et maintenant? Ben écoute, très bien. Bonjour Phil et bonjour tout le monde. Alors merci pour cette introduction Phil. Et je suis ravi d'être là et vraiment je voulais saluer ce très large vocabulaire que tu utilises pendant cette introduction parce que ça prend quelques minutes mais pour moi c'est vraiment un régal quoi. On est un peu au spectacle. Donc c'est une de Voilà. tes facettes que j'aime beaucoup et vraiment ça donne du caractère à cette chaîne donc au Grand Bazar de Gaïa. Donc ravi d'être là et les énergies écoute circulent bien. Bon, bah écoute, moi aussi, je suis vraiment ravi. Alors, ma première question, alors on va faire comme avec tout le monde, hein. J'ai préparé des cartes, il y en a une quarantaine là-dedans. On va, grâce au hasard qui n'existe pas, on va tirer des cartes et puis je te poserai les questions. La première question que je voudrais te poser quand même avant, c'est, bah, on n'écrit pas un livre de 300 pages comme ça en 3 minutes ni en 3 mois, là. Euh, Combien de temps as-tu pris pour l'écrire et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce projet? Parce que c'est pas une petite chose d'écrire un livre. Bah, écoute, tu ne crois pas si bien dire parce que finalement, je l'ai écrit en 3 mois, le livre, ou peut-être un petit peu moins. Oui, oui. En fait, l'idée de départ, c'est que, bon, alors c'est un petit peu compliqué. Disons que l'information que j'allais écrire un livre, elle est venue à moi il y a plusieurs années. Je me souviens, j'étais en Thaïlande et en fait, j'ai rencontré une personne qui était en train d'écrire un livre. Donc, de toute ma vie, c'était la première fois que je rencontrais un écrivain. Et vraiment, ça m'a touché, ça m'a parlé. Et donc, il y a eu comme si cette information me disait, bah, écoute, potentiellement qu'un jour tu le feras. Bref, et donc c'est passé aux oubliettes. Et comme la kinésiologie intégrative, bah, c'est un outil qui surprend, parce que en fait, avoir une lecture de ce que vit la personne en passant par le corps, il y a quelque chose qui est surprenant, qui est même, je trouve, révolutionnaire. Donc j'adore, moi, cet outil-là. Et donc on me disait, mais il serait bien que tu écrives un livre. Et puis à partir du moment où l'information a été suggérée, j'ai envie de dire que bah il y a tout qui s'est aligné quoi. Hum. Voilà, j'en ai parlé à Trédaniel, Guy m'a appelé et puis je lui ai proposé les chapitres, enfin le sommaire et puis je lui ai envoyé un chapitre et puis il a été emballé.
Hmm. Donc je l'ai fait et en fait, vu que ce livre, il regroupe finalement tout ce qui me plaît énormément, Phil, c'est, il y a un truc qui me plaît depuis que je suis tout petit, c'est tout ce qu'on ne voit pas et tout ce dont on n'a pas conscience. Et ça, c'est un truc qui me passionne parce que je trouve que c'est dans cet espace-là, finalement, qu'il y a du sens et les raisons qui viennent expliquer le pourquoi je vis ça, pourquoi je pense les choses comme ça, etc. Donc, la dimension de l'inconscient me plaît énormément et quand on passe par le corps, ben, on accède. La kinésiologie intégrative, c'est une technique qui est énergétique et donc l'énergie, dans ce cas-là, c'est très clairement l'inconscient, quoi. Hmm. Donc, ce livre, il regroupe tout ce qui constitue la grille de lecture de la kinésiologie intégrative et que j'ai acquis en faisant bah, diverses formations parce que je suis quelqu'un de super curieux. Je- Hmm. c'est assez incroyable d'ailleurs, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau pôle qui m'intéresse, c'est comme l'arbre qui cache la forêt, tu sais, donc c'est pas possible, ça n'en finira jamais finalement. Donc l'idée, c'est pas non plus de remplir le panier outre mesure, mais je crois que dans ce livre, il y a vraiment tous les points qui sont pour moi les plus importants dans ce qui concerne la grille de lecture dans un cadre d'accompagnement, en l'occurrence avec la kinésiologie intégrative. Donc ça parle beaucoup des choses dont on n'a pas conscience, et clairement, j'adore. Super. Alors oui, effectivement, donc, ton livre est très fourni et en même et très facile à lire parce que voilà, il est très diversifié. Enfin, c'est pas juste c'est la troisième partie où tu parles vraiment de la kinésiologie intégrative et bon, et tu parles de plein de choses passionnantes et parfois avec quelques lignes simplement, tu vois. Bon, et donc franchement, je me suis régalé. Alors, bah écoute, je vais prendre, comme avec tout le monde, les, les- Vas-y. les cartes. Donc là, il y a une quarantaine, un peu plus de cartes. Donc je vais battre gentiment sans leur faire mal. Et puis, il y a une carte qui va sortir. La voici. Non, la voilà. La voici. La voilà. Alors, c'est quoi ça? Ah bah oui, c'est une question générale intéressante, puisque tu en parles évidemment dans ton livre. Comment est-ce que tu formules, pratiquement, comment est-ce que tu formules tes demandes à l'univers? Ah oui, alors ça, c'est superbe, génial la question. Comment je formule les demandes à l'univers? Alors, je l'ai fait de façon très simple. Je l'ai fait de façon très simple. En fait, moi, je suis quelqu'un qui aime bien le théâtre, parce que tu sais avant ça, en fait, j'ai bossé une dizaine d'années en tant qu'ingénieur du son et je travaillais en Ah, spectacle vivant. Ouais. je savais pas. Oui, oui. Donc, j'ai aussi fait un peu de théâtre, un peu de clown, etc. Et donc, en fait, la mise en scène, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et le principe de dissociation, c'est quelque chose aussi que personnellement me parle. Donc en fait, l'univers, même s'il il est bien sûr à l'intérieur de nous, et on est l'univers est en nous, etc., j'aime bien quand même le personnaliser. Et donc, bah, des fois, je lui donne un petit nom, mais c'est comme si vraiment je m'adressais à une forme d'énergie, à quelque chose qui est en face de moi. Et dans les demandes que je fais, bah, elles sont très simples, hein. En fait, je demande à vivre. Enfin, voilà, dans les demandes, je ne demande pas quelque chose de vraiment précis dans la matière, tu vois. Ah, ok. Je demande surtout quelque chose qui soit en lien avec mes valeurs. C'est-à-dire que j'accepte le fait, alors c'est pas toujours facile, hein. Enfin pour moi en tout cas c'est pas toujours facile, mais j'accepte le fait de ne pas forcément avoir raison dans la forme que je pourrais demander, et donc je préfère plutôt aller dans le fond. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu de demander une Ferrari et un château par exemple, tu vois, je vais demander à ce que la vie, l'univers m'amène des synchronicités et des signes que je puisse reconnaître, que ce soit pas un espèce de charabia où le mental rentre trop en ligne de compte, qui m'amène à vivre des situations dans lesquelles certaines valeurs vont être vécues parce qu'elles me nourrissent, tu vois. Ça. Donc le fait de partager, moi, c'est quelque chose qui me nourrit. Le fait d'être voilà, d'être avec les autres à certains moments, ça me nourrit. Le fait d'être dans le recueillement, des fois, ça me nourrit, mais voilà. Donc tes demandes, ça c'est important, hein. Tu demandes pas très précisément, voilà, je veux une Ferrari, mais ce qui te nourrirait en ayant une Ferrari, quoi. Donc peut-être, je sais pas, le plaisir de la vitesse, le plaisir d'avoir de la beauté d'une technologie, de fait peut-être d'être regardé quand tu es dans ta Ferrari, je sais pas, parce que Oui, voilà. des Il peut y choses comme avoir ça. plein de choses hein, derrière une demande de quelque chose de concret. Mais moi, c'est plutôt les valeurs. C'est Tu ça. vois, j'ai envie de vivre une vie dans laquelle il y ait le plus de fluidité possible. Alors, sachant qu'il y aura forcément toujours des petites choses qui accrochent, quoi. Mais dans ces choses qui accrochent,
et ben là, je vais demander d'avoir la possibilité de comprendre ce qui se joue derrière. Donc, si j'y arrive pas moi, que j'ai, voilà, je sais pas, un livre qui arrive et qui me donne des clés pour avancer dans une compréhension, tu vois. C'est ça. Donc, c'est plutôt comme ça que je formule mes demandes. Avant, c'était plus matériel, Voilà, c'est ça, ouais. mais maintenant, je m'aperçois que j'ai plus envie que ce soit intérieurement, que ce soit riche. Ah Parce oui, que, si tu veux, matériellement, il y a des choses qui ont fonctionné. Quand j'ai demandé, j'ai fini par les avoir, mais je m'apercevais que finalement, bah, c'était pas forcément ce qui me nourrissait intérieurement. c'est ça. Donc, bah, j'ai juste changé mon fusil d'épaule, comme on dit, et maintenant, c'est plutôt, j'ai envie de me sentir bien ou le mieux possible dans tout ce que je vis. Donc, que la vie m'amène dans des situations qui me permettent de sentir ce je me sens bien, tu vois. Super, super, oui, merci pour cette belle réponse. Alors, autre question, qu'as-tu appris en Thaïlande? Tu peux en parler justement. Qu'est-ce que tu as appris? Alors, peut-être pas tout nous dire, mais qu'est-ce qui était le plus important pour toi? Qu'est-ce que tu as appris le plus en Thaïlande? Alors, c'est surtout en Chine que j'ai appris des choses, parce que, Ah, il y a eu un sas de 3 ans pendant lesquels je suis parti en Asie. En fait, l'idée de départ, la vie prétextait quelque chose, et puis finalement, ce qu'il y a eu derrière, tu vois, c'était complètement différent. Donc, c'est bien venu toucher les valeurs. Mais c'est surtout la Chine. J'ai fait un petit crochet en Thaïlande où j'ai expérimenté le Reiki, j'ai fait mes premières retraites de méditation silencieuse. Donc ça, bah, c'était chouette, mais c'est surtout la Chine, en fait, alors, parle-nous qui de m'a la Chine, oui, alors, énormément apporté. voilà, oui, qu'est-ce que la Chine t'a apporté? Mais si tu veux, chaque voyage déjà que j'ai fait m'a toujours apporté la possibilité de voir les choses différemment. En fait, moi, il y a un truc qui me plaît énormément, c'est l'ouverture d'esprit. Donc, si ça me plaît, c'est bien parce que c'est un sujet pour moi et qu'en quelque part, ben, il y a des espaces qui ont besoin d'ouverture, tu vois, clairement. Et donc, dans les voyages, ce qui m'a apporté, c'était les modes de vie qui sont différents, les façons de voir la vie qui sont différents, les us et coutumes, les religions, les façons de s'habiller. Enfin, il y a vraiment des pays. Je suis allé en Inde quand j'avais 19 ans et quand je suis arrivé là-bas, mais je te jure, j'ai eu l'impression de reculer dans le temps et d'être sur une autre planète, quoi. Et juste ça, ça m'a fait un bien de fou de pouvoir sentir que, en fait, bah, il y avait d'autres possibles, tu vois, dans le même temps et finalement dans le même espace, parce que sur la planète. Donc la Chine, ce que ça m'a apporté, ça a été ça aussi, vivre au contact des Chinois, parce que j'avais mon appartement, mon scooter, je vivais là-bas, j'allais au marché, j'apprenais le chinois, etc. Donc c'était de pouvoir vivre dans des codes qui étaient complètement différents des miens, pour justement apporter cet espace, tu vois, et cette ouverture. Mais ce que ça m'a apporté sur plein de plans, ça a été surtout ben, un autre regard sur moi, justement, tu vois. Parce Oui, que je pense que le long de tout mon parcours, mon regard, tu vois, il était très coloré par ce que les autres m'avaient renvoyé, tu vois. oui. Donc ce que mon père me disait, ce que ma mère me disait, ce que les profs renvoyaient, enfin, tu sais, cette espèce de carcan plus ou moins étroit. Tu sais, il y a une expression qui me vient à l'esprit hein, qui dit, à force de vouloir rentrer dans un moule, on finit par ressembler à une tarte. C'est excellent, je connaissais pas. Ben oui. Et en fait, je trouve que le modèle dans lequel j'ai grandi, avec tout le respect que j'ai pour ma famille, bien entendu, il y avait comme quelque chose où j'avais l'impression vraiment de ne pas être vu pour qui j'étais. C'est-à-dire, je ressens quelque chose de moi. Et en fait, quand j'interagis avec l'extérieur, j'ai vraiment pas l'impression qu'ils me répondent à moi directement, tu vois. Et donc, ça a fini par cristalliser une vision de soi. Donc, moi, j'avais peu confiance en moi, etc. Et donc, la Chine, ça a fait un peu voler tout ça en éclats, quoi, tu vois. Parce que j'ai réussi à trouver un travail, avoir un appartement, j'ai pratiqué les arts martiaux, du coup j'ai découvert en fait que je pouvais pratiquer du sport à haut niveau, là où j'avais 36 ans, tu vois, et que j'avais fait du sport avant, mais pas à ce niveau-là. J'ai pu donner des cours d'anglais, donc j'avais plusieurs élèves à différents niveaux. Tu vois, c'est des choses, ça, avant de partir, je n'aurais jamais cru que ça me soit arrivé. Et surtout, si ça m'était arrivé, mais je crois que j'en aurais fait une crise cardiaque. Tu vois, tellement ça me semblait quelque chose d'inaccessible et ça semblait ne pas correspondre à l'image que j'avais cristallisée de ce que l'extérieur renvoyait de moi. Oui, Donc en fait, vu que j'ai changé complètement de décor, si tu veux, il y a quelque chose en moi que je ne connaissais pas qui a dû faire jour, tu vois, pour m'adapter dans ce contexte. ouais. Et donc c'est là que en fait, j'ai pu porter vraiment un autre regard sur moi. Et donc ça a été le début, quoi, d'une grande histoire, mais Alors, voilà. justement, puisqu'on est en Chine, Ouais. j'avais préparé une autre question qui me revient. Tu as appris le menti.
Donc, Mantis. Ouais. Mantis, voilà, je ne savais pas si on disait le is, parce que Mantis, donc avec un A, hein, comme menthe religieuse. Alors, est-ce que tu peux parler, parce que je ne connais pas du tout, cette pratique énergétique, c'est quoi? Alors, c'est un art martial. Pardon. Donc, oui, j'ai passé un an dans une école d'arts martiaux quand je suis allé en Chine. Et j'ai étudié le Wing Chun, le Baji, et puis le Tai Chi et différentes formes de Qigong. Parce qu'en fait, en Chine, les arts martiaux externes et les arts martiaux internes ne sont pas dissociables. Tu sais, le yin et le yang, c'est vraiment le principe du Tao, quoi. Et le mantis, ça a été après l'école, où justement je me suis installé dans mon appartement, tout ça, donc j'avais un réseau d'amis. Et il y avait une place dans un parc. C'est un petit peu les images qu'on a des fois de la Chine, hein, de ces gens qui Ouais, pratiquent, tu sais, une forme de gymnastique tôt le ouais. matin et même en fin de journée. Et c'est vraiment le cas, en fait, hein. C'est vraiment culturellement très, très, très répandu. Et donc le matin, bah, je me levais et à 6 heures, j'avais des cours de mantis. Donc c'est un art martial qui se base sur les techniques de la menthe religieuse. Comme la plupart des arts martiaux chinois sont inspirés des animaux. Ah, je savais pas ça. Eh Wow. oui. Donc c'est un peu comme moi justement dans la kinésiologie intégrative ou dans ma façon d'essayer de comprendre les mécanismes humains, eh ben, je m'intéresse pas mal à l'éthologie, tu sais, sur les Oui, comportements humains ou les comportements des animaux, oui, puisqu'on est basé sur un cerveau, on va dire, archaïque, reptilien, on a quand même un fort instinct animal. Donc ça permet de, tu vois, en regardant les animaux, de faire un peu des analogies et comprendre pourquoi on vit ce qu'on oui. vit et pourquoi surtout ça peut se cristalliser dans ce corps, quoi. Waouh, Donc voilà, super. la Chine, ça a été une grande, grande période d'ouverture et de découverte, quoi. Vraiment, ça a été absolument incroyable. J'imagine. Et puis alors, le fait que tu apprennes le chinois aussi, ça a forcément créé des connexions neuronales différentes parce que écrire t'apprends pas à écrire le chinois comme l'écriture, nos écritures à nous occidentales. Euh, Tu peux me parler aussi de ça parce que waouh, il faut vraiment de la patience pour écrire tous ces idéogrammes et tout ça. Mais oui, absolument. Alors bon, déjà, j'ai jamais parlé couramment chinois, hein. Je parlais suffisamment avec le vocabulaire dont j'avais besoin couramment. Mais bon, je Oui, pouvais aller au marché, tu vois. Je parlais on va dire un mandarin très basique, mais pas le patois. oui, Et dans les marchés, souvent, il y a un peu oui, ce vieux mandarin, et donc je comprenais pas toujours. Mais ce qui était génial, et ça encore, c'est une différence avec la France, donc c'est finalement une forme d'ouverture d'esprit, c'est que pour apprendre à parler chinois, donc il y a ces histoires d'accents, hein, tu sais, il y a quatre oui. accents en Oh, Chine, oui, donc on quatre. apprend à les chanter sur des voyelles. Donc c'est ça, en fait, on les chante. Oui. Et ensuite, on apprend des mots. Et ensuite, on apprend des combinaisons de mots. Mais comme il y a souvent des combinaisons de mots qu'on retrouve régulièrement, eh bien, en fait, on apprenait à chanter des morceaux de phrases qu'on mettait bout à bout. Ah, Je ne sais pas si tu vois, parce que en fait, on a l'impression que le chinois, c'est compliqué. Et en fait, quand on a passé les accents, c'est pas si compliqué que ça. C'est surtout l'écriture, parce il y oui, a c'est ça. il y a plein d'idéogrammes, et donc il faut les retenir. Mais il y a aussi une logique dans la façon de les Oui. structurer, dans la Mm, façon de les écrire d'ailleurs, hein, ça, c'est de mm. gauche à droite et de haut en bas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a la calligraphie, c'est un art en Chine. Oui. Donc on aborde l'écriture vraiment sous forme d'un art. Eh oui. Et donc, ben, c'était génial, quoi, parce qu'on apprend à parler le chinois en chantant et on apprend à écrire Mm. comme si on devenait finalement des artistes et Ah, qu'on était en train de réveiller un espace en nous, finalement, qui allait rentrer en résonance avec cette mm. façon d'écrire et de calligraphier, quoi. Ah Donc, oui, c'est c'était passionnant. vraiment une Mm, approche totalement différente de ce que j'avais, moi, en France, quoi. mm. Oui, oui. Oui, c'est passionnant. Moi, enfin, je suis très attiré par l'Asie aussi. Tu vois, bon, j'ai vécu 7 ans avec un ami chinois, 1 an avec un japonais. Et je suis très attiré par ça et je comprends que la structure qu'on développe avec les idéogrammes et en plus de ça, en les calligraphiant. Bon, et puis aussi, bah, tu étais ingénieur du son, alors donc ton oreille déjà a été ouverte. Et, Et parce que c'est pas évident, oui, si tu dis un mot et que t'es pas dans la tonalité juste, ça veut dire autre chose, hein. Ça oblige aussi là à ouvrir son ouïe là, à être plus encore à l'écoute. Super, merci pour euh, cette réponse. Alors, une autre carte, qu'est-ce que c'est?
Ah oui, parle-nous de ton expérience avec le chamanisme au Pérou. Tu as rencontré un homme qui s'appelait Jesus, je sais pas comment on dit, c'est écrit Jésus, hein, mais c'est Jesus, hein. Voilà, voilà, mais ça n'a rien à voir enfin, avec Jésus encore, que j'en sais rien. Est-ce que tu veux bien me parler de cette expérience de chamanisme? Ben oui, je veux bien, et c'est chouette que cette question, elle sorte, puisque je voudrais juste corriger quelque chose. Hmm. C'est que, en fait, je suis allé au Pérou, mais je me suis pas formé auprès de chamans. Par contre, j'ai expérimenté vraiment à plusieurs reprises la médecine traditionnelle du Pérou, amazonienne, hein, de la tribu des Shipibo, en l'occurrence. Et donc, cette expérience que j'ai relatée dans le livre, c'était la première expérience avec cette plante sacrée qui est appelée l'ayahuasca. Ouais. Donc alors ça s'est passé par hasard, mais comme tu disais si joliment tout à l'heure, en fait le hasard, moi je crois qu'il n'existe pas. Donc ça a été placé sur mon chemin et avec une certaine facilité d'accès, on va dire. Donc je suis allé au Pérou parce que je voulais commencer à voyager et parcourir toutes les merveilles du monde. Et je me suis dit, je vais commencer par le Machu Picchu. Donc tu vois bien les prétextes de la vie quand même Oui, parfois pour finalement t'amener dans un espace qui est tout autre. Donc oui, j'ai vu le Machu Picchu, et c'était waouh, mais ça amène vraiment à vivre des espaces qui sont, enfin des choses qui sont bien plus profondes que ça. Et en fait, c'était à Cusco. J'ai rencontré une personne en voyageur qui avait une façon de voir le voyage et la vie qui était très très différente de la mienne. Donc en termes d'ouverture d'esprit, ça se posait bien là. Et en fait, il me racontait une séance, enfin des cérémonies d'ayahuasca qu'il avait vécues. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai appris que il partageait sa chambre au moment de la rencontre avec un chaman. Et puis voilà, c'est comme ça que l'aventure a débuté. Donc en fait, avec ces récits, ben, je dois dire qu'au début, j'avais à la fois envie et en même temps, j'étais un peu terrifié, quoi, parce que ouais, je sentais bien qu'il y avait des choses qui n'arrivaient pas à dire, mais qu'il y avait des moments qui, émotionnellement parlant, avaient été vraiment très très forts. Donc ça m'avait éveillé un peu des peurs, et donc tous les scénarios mentaux qui rentrent en ligne de compte, tu sais, quand tu as peur de quelque chose, il y a le mental qui le saisit, et alors il t'en fait un film ouais, ouais. en 5D, mais incroyable, avec Dolby Stereo. Et donc j'ai rencontré ce chaman finalement rapidement, puisque j'étais dans la même auberge. Et puis, eh bien, on a évoqué l'idée de faire une cérémonie, et puis finalement, j'ai dit non, j'ai dit oui, j'ai dit non, j'ai dit oui, j'ai dit non, j'ai dit oui, jusqu'à finalement accepter. Et donc, on a fait cette cérémonie, et cette cérémonie, comparée à toutes les autres qui ont suivi, c'est pour ça que je dis que ça a été un peu facile, c'est que ça a été vraiment une cérémonie qui m'a permis de connecter un espace de béatitude, quoi, tu vois. Alors qu'il y a des cérémonies qui t'amènent éventuellement un peu plus haut et quand même assez souvent beaucoup plus bas, c'est-à-dire tu vas Eh oui, visiter tes ombres, tu vois. eh oui. Donc là, ça a été facile dans cette expérience que je relate dans le livre et ça a été une expérience pour lesquelles les mots sont toujours restreints, je trouve, en tout cas ceux que j'arrive à poser parce que c'est vraiment une expérience. Donc, comme je le dis dans le livre, en fait, on a trouvé un petit espace pour faire la cérémonie. On était à quelques kilomètres de Cusco. Donc, il y avait toute la préparation de la cérémonie, du cérémoniel, on va dire. Et puis, à un moment, lorsque j'ai senti vraiment l'effet de cette mixture, de ce breuvage sacré, comme je le dis, commencer à faire son effet, en fait, il y a Rezous qui me dit, bah, écoute, sors, enfin, mets-toi en mouvement, parce qu'il sentait qu'il y avait vraiment quelque chose qui cherchait à être en mouvement. Donc, il me dit, écoute, lève-toi, marche. Tiens, Lève-toi et c'est marche. rigolo ça d'ailleurs. Jésus te dit, lève-toi et marche. Jésus m'a dit, lève-toi et marche. Donc, j'ai acquiescé et je suis sorti en fait de ce temple qu'il appelait le temple du Fuma. En fait, c'était juste comme trois dolmens un peu plats avec un quatrième dessus. Et quand j'en suis sorti, c'est là que s'est passé un truc fou, quoi. Et les mots sont vraiment réducteurs, mais j'avais vraiment l'impression de sortir d'un espace mental, tu vois. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait plus de questions qui étaient possibles parce que il n'y avait plus qu'à être dans la contemplation et dans le ressenti de ce qu'il y avait, tu vois. Et en fait, si je note cet espace que je suis sorti du mental, c'est parce que pendant la préparation du cérémoniel dans le temple, ben, justement, il y avait mon mental qui me disait, bon, mais qu'est-ce qu'il fait lui?
Je me disais, tu le connais pas, le gars. Tu parles pas la langue, tu sais pas où tu es. Tu vois, tu sais. Et donc, il y a toutes ces peurs un peu. Tu sais, nous, les Occidentaux, on a un peu flippé. Enfin, je sais que dans ma famille, il y avait souvent ce truc, tu connais pas la personne, donc il faut gagner ça. Il faut qu'il y ait un peu de temps avant de lui attribuer de la confiance et tout ça. Donc, il y avait tout ce marasme un peu mental qui est arrivé. Et à un moment, je me suis dit, mais non, stop, quoi, c'est pas possible. Tu peux pas. Soit tu t'engages pleinement et tu dis non à ces pensées, soit tu les valides et dans ce cas-là, tu t'en vas, quoi. Donc voilà, il y a eu tout ce marasme. Et quand j'ai dit non, ça s'est arrêté. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, mais je vais me servir de cette expérience éventuellement pour trouver des réponses existentielles, métaphysiques, philosophiques, tu vois, au sens de la vie, à pourquoi je suis là, à pourquoi ceci, pourquoi cela. Et donc, quand je suis sorti de ce temple du Puma, c'est là où, en fait, toutes ces questions se sont évaporées. Elles n'étaient plus. Waouh. Et c'est ça qui est fou parce que, en fait, au lieu d'avoir des questions et donc des réponses, parce que si tu as les réponses, c'est forcément quand quelque part ça vient valider un questionnement, il y avait vraiment une forme de béatitude et de ressenti, d'osmose, de connivence, de reliance, de connexion avec tout ce qu'il y avait, quoi. Tu vois, avec le ciel, avec les nuages, parce que c'était une nuit un peu nuageuse quand même, il avait plu et tout. Mais avec les arbres, avec une fleur, avec le sol, avec même mon corps quand je le regardais, Hmm. c'était tout à fait incroyable, quoi. Il y avait vraiment comme des filaments de lumière qui émanaient de moi, mais qui faisaient aussi partie du brin d'herbe. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de différence, quoi. C'est ça, tu étais dans le tout, vraiment. Te sentais dans le tout, quoi. Est-ce que ça peut être ça, peut-être, qu'on peut vivre quand on est en voyage astral? Je sais pas. Le fait d'être. Est-ce est-ce que tu as fait des voyages astraux déjà, des corporations comme ça, non? J'en ai. Alors, ça m'arrive d'en faire parce que je fais des paralysies du sommeil, moi. Ah. Hmm. J'en fais assez souvent. Ça montre d'un état de stress intérieur, donc c'est par période ou par période, ben, il y a du stress qui persiste, hein, parce que je suis arrivé nulle part. Et donc la paralysie du sommeil, ça m'arrive d'en faire, oui, effectivement. C'est-à-dire, je sais pas si tu sais ce que c'est la paralysie du sommeil. Ah, explique-moi, j'ai une idée, mais explique pour les auditeurs aussi, c'est bien de savoir. Eh bien, la paralysie du sommeil, c'est que on se réveille, mais pas le corps. Le corps reste totalement endormi. Ah oui. Donc, on se réveille, mais le corps ne bouge pas. Donc, au début, enfin, on va dire les premières secondes, on se réveille, puis petit à petit, on s'aperçoit que le corps ne veut pas bouger, quoi. Et c'est là qu'il peut y avoir une forme de stress qui monte, qui monte, qui monte, et donc on s'affole. Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, j'essaye de vraiment bouger le corps, et j'ai l'impression de dépenser une énergie absolument colossale, mais il n'y a rien qui bouge. Ouais, je l'ai eu une fois. Ça m'est arrivé une fois. Je me souviens. Ouais, c'est très étrange. Effectivement, on peut plus bouger son corps. Oui, oui, oui. Et toi, ça t'arrive souvent alors? Ben, ça m'arrive, oui, on va dire régulièrement, ça m'arrive quelques fois dans le mois, quoi, par exemple. Ah ouais. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que dans ces moments-là, je pense jamais à pratiquer une technique pour sortir de mon corps. Oui. Parce qu'en fait, il y a un peu ce stress qui est ambiant, qui monte, qui monte, qui monte, qui fait que du coup, bah, forcément, j'ai plus la cognition. D'ailleurs, j'en parle dans le livre, hein, l'effet du stress, quoi. Et donc, bah, j'essaye tout simplement de me débattre. Mais des sorties de corps, j'en ai fait, figure-toi, dans les moments où je n'ai pas cherché à en faire. Oui. Parce que j'ai une technique pour essayer, justement, quand je suis en paralysie du sommeil, sauf que là, j'y pense jamais, parce que le stress est trop haut. Donc, ça s'est produit 2 ou 3 fois, en fait, que je sorte de mon corps, mais j'arrive pas, je sais pas, il y a un sas que je n'arrive pas à dépasser. Et en tout cas, dans ce que je vis, il n'y a rien de tout ce que je cherche à décrire de cette expérience, on va dire, de cette première expérience extatique, ou même de toutes les autres expériences que j'ai vécues lors des cérémonies Hmm. avec la médecine traditionnelle des Shipibo. D'accord. Super. Bah d'ailleurs, Anne Gévaudan en parlait. Je lui avais posé cette question. Tu l'as reçue d'ailleurs sur ta chaîne aussi, Oui, Anne. oui, mais j'ai regardé votre émission que j'ai beaucoup aimée, hein, parce que Ouais. j'aime bien, moi, au bazar Ah romaine. ouais. Ouais, ouais. Et elle dit justement, oui, que pour le voyage astral, c'est mieux quand ça vient naturellement, quoi, de pas trop. Enfin voilà. Et c'est mon avis aussi. Super. Alors une autre question. Ah oui, et comment, parce que tu parles du bouddhisme à un moment donné, donc comment définirais-tu ta propre spiritualité? Quel mot tu peux mettre sur ta propre spiritualité? Comment tu t'organises dans ta spiritualité, si je puis dire? Eh bien,
Je trouve que c'est une super question, quoi. Vraiment, tes questions, elles sont au top, hein. Euh, Comment j'organise ma spiritualité? Eh ben, écoute, finalement, je crois que plus ça va, plus je me lâche la grappe là-dessus. Excellent. Tu vois? Parce que je crois que il y a un moment, j'étais devenu spiritualiste. C'est-à-dire que en fait, j'en étais arrivé à un côté où finalement, je trouvais toujours des raisons de ne plus créer du lien avec certaines personnes sous prétexte qu'elles n'étaient pas spirituelles ou qu'elles ne voyaient pas les choses sous cet angle-là. Et là, je me suis dit, waouh, mon gars, il va falloir que tu changes parce que je vois pas en quoi c'est spirituel de commencer à pointer du doigt Oui. les autres et en disant c'est toi qui as raison, quoi. Tu vois. Donc, j'ai fini par me lâcher la grappe. Je dirais que c'est tout simplement ça. Donc, la spiritualité, je crois qu'on est tous spirituels. Tu vois, qu'on en ait conscience ou pas, on l'est tous. Et moi, je crois que je peux constater qu'il y a des personnes qui prononcent jamais le mot spiritualité et qui le sont certainement bien dedans, quoi, tu vois. Donc, si tu veux, j'ai pas de pratique, j'ai plus de pratique spécifique parce qu'avant, il fallait que je médite. Et j'ai eu une période où je faisais du yoga. Alors, attends, j'ai eu une période où je méditais, je faisais du yoga, j'associais le qigong et le reiki. Tu vois, c'était. Mais ça a été une période où j'avais besoin d'expérimenter tout ça et puis de voir ce que ça pouvait faire, de cumuler, enfin, de créer ces combinaisons. Maintenant, oui, je me lâche la grappe. Donc, je Alors, médite si je peux. Si j'essaie de méditer que j'y arrive pas, bah, c'est pas grave. Si des fois je m'énerve ou je me mets en colère, ben, c'est pas grave parce que je suis pas parfait, tu vois. Il y a un truc voilà, je me suis lâché la grappe parce que sinon c'est comme si ça donnait à manger beaucoup à mon critique intérieur qu'on a tous et qui était en mesure de son trône du spiritualiste de pouvoir dire, bah tu vois, ça c'est pas spirituel, ça c'est pas. oui, c'est Et ça. donc il y a un moment tu t'es dit, mais bon sang, j'aimerais bien que cette voix me lâche la grappe. Et donc, j'arrête de le nourrir ou je fais en sorte que dans mes pensées, dans mes comportements, il y ait moins de choses qui permettent de le nourrir pour qu'il reste là à côté, quoi. Je me dis, s'il a plus de nourriture, il y a un moment, il va partir. Est-ce que finalement, la spiritualité, c'est pas simplement de vivre en conscience, voilà, tout ce qu'on fait et de devenir complètement qui on est? Ben, moi, je pense que de la spiritualité, en fait, vu qu'on est 7 milliards et quelques d'individus sur la planète, il y a forcément 7 milliards et quelques de spiritualité, parce que tout le monde vit dans son monde avec sa sensibilité. Donc, comme disait Teilhard des Chardins, on est des êtres spirituels qui vivons une expérience terrestre. Et ça, franchement, ça résonne très fort. Du coup, on ne peut pas avoir une quête pour être spirituel, puisqu'on l'est C'est par ça, essence. on l'est déjà, ben voilà. Voilà. Donc après, c'est plutôt une démarche personnelle de se dire, OK, moi j'ai envie de vivre une vie pleine de sens, parce qu'il y a plein de gens qui se posent, enfin, qui semblent ne pas se poser cette question et qui sont très bien dans ce qu'ils ont construit, quoi. Ouais. Donc, il n'y a rien à imposer à qui que ce soit. Mais moi, c'est vrai que ouais, j'ai envie de vivre une vie qui soit chargée de sens. J'ai envie de vivre bien. J'ai envie de vivre selon mes valeurs. J'ai envie d'accepter les espaces où on pourrait pointer du doigt, moi y compris, que je ne suis pas parfait, que j'aurais dû faire ceci, que j'aurais dû truc, machin. Voilà, tu Mm. vois, il y a vraiment quelque chose Super, qui super, se super. détend à ce niveau-là. Super. Alors une autre. Ah bah quelle place, quelle est la place de la musique et des sons dans ta vie? Tu as parlé tout à l'heure de l'ingénieur du son et tout ça. Et il y a une guitare, je vois qui est derrière là. Alors quelle est la place de la musique et des sons dans ta vie? Eh ben, écoute, elle reprend une place qu'elle n'avait plus beaucoup ces dernières années, en fait. Parce que la musique, ça me plaît depuis que je suis enfant. Donc, j'ai eu mon premier groupe de musique quand j'étais adolescent avec des copains. J'étais chaud. Ah oui. Qu'est-ce que tu Ouais. faisais adolescente? Tu faisais quoi comme musique? Oh, ben, on faisait un espèce de rock un peu festif. Enfin, tu vois. Ouais. Donc, je jouais trois accords à la guitare. C'était un peu ambiance Sex Pistols, mais en moins révolutionnaire, quoi, tu vois. Euh, Mais voilà, il y avait ça comme idée. Mais c'est surtout qu'on était une bande de copains, on aimait la musique, c'était vraiment le prétexte pour se retrouver et puis s'exprimer, quoi. Parce que quand on est adolescent, on a besoin de moyens d'expression, donc ça a été ça. Et puis, mais depuis que je suis tout petit, j'aimais la musique. Et puis ensuite, il y a un moment, je me suis intéressé à la musique électronique. Donc voilà, j'étais DJ à une époque, je mixais ok. dans pas mal de lieux, dans des soirées, tout ça. Et puis j'ai même composé de la musique électronique, assistée par ordinateur, donc.
J'ai sorti un album et un deuxième avec un de mes frères et puis un ami à nous. Et ouais, j'ai eu un peu plusieurs vies en fait. Et là, en fait, ça me titille. Ça fait un moment que ça me titillait, hein, parce que je crois que c'est une Hmm. passion. Je suis pas sûr que ça nous lâche comme ça. Ouais. Et là, je me suis voilà, réacheté un clavier. Je repars sur Cubase pour justement refaire une musique que je vais pouvoir associer sur les reportages que je mettrai sur Énergie Positive Média. Hmm. Parce que j'ai envie que ça évolue, Énergie Positive Média et les formats Zoom. À la fois, c'est chouette et à la fois, je sens que ça nourrit plus les mêmes espaces, tu vois. Et comme moi, pour moi, c'est important que les Hmm. valeurs soient nourries. Et donc, pour vérifier que les valeurs soient nourries, je me pose régulièrement pour voir si l'engrenage dans lequel je suis correspond toujours à des valeurs et si ces valeurs sont toujours actuelles. Donc, ça Hmm. va prendre une autre forme, mais comme tu le sais certainement, trouver des musiques libres de droit et qui conviennent, c'est pas évident. Donc, je vais du coup me mettre à davantage à composer les musiques Composé. pour les reportages. Ouais, alors Et là, que la musique reprend de l'espace. je vais plus loin parce que c'est évidemment un domaine qui me passionne. L'importance de la mélodie. Donc là, bon, il y a les musiques, mais le format chanson, par exemple. Parce il y a les mantras qu'on répète tout le temps, c'est très beau, etc. Je dis parfois, parce que moi j'adore écrire des textes de chansons, je dis franchement, les mantras, ils se cassent pas ils se cassent pas la tête. Hein. Franchement, ils disent tout le temps même mot pendant une heure. Alors que moi, une chanson de 3 minutes, je vais passer 40 heures pour trouver les bonnes paroles. Mais ce que je trouve moi très fort, et j'avais entendu Aigle Bleu qui disait ça à propos des mélodies, il disait on peut informer une mélodie comme on informe de l'eau. Et pour moi, la mélodie, c'est ce qu'on a perdu avec le rap. Bon, alors rap, ok, il y a autre chose, il y a une rythmique, il y a tout ça, mais il n'y a plus la mélodie. Pour moi, les mélodies sont extrêmement importantes parce que c'est elles qui viennent porter les paroles. Est-ce que tu as déjà écrit des chansons? Est-ce que tu pourrais aller par là aussi? Voilà, c'est une question. Oui, oui, mais c'est super intéressant parce que c'est vraiment l'énergie qui renaît en moi, hein, cette approche de la musique. Alors moi, je faisais de la musique assistée par ordinateur et il n'y avait pas de chant dessus, hein. C'était vraiment une musique électronique pure et dure. Il y avait aussi un aspect expérimental parce qu'en fait, ce que j'aime dans la musique, bon, j'aime la mélodie, mais j'aime aussi le son. Et tu vois, il y a Pierre-Henry, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Ah oui, mon Dieu, je me souviens de lui, mon Dieu, oui. J'étais ado. Pierre-Henry, qui est un peu l'un des initiateurs, pardon, de la musique concrète. Oui, Et j'adorais son approche parce que vraiment, il y a la musique et il y a le son. Et lui, il pouvait mettre des capteurs microphoniques sur des gonds de porte et ouvrir une porte voilà. qui grince. Variation pour une porte et un soupir. C'était dans mon Voilà, c'est ça. adolescence, j'avais découvert ça, oui. Et c'est génial. Et puis, il mettait des capteurs aussi à différents endroits d'un piano. Et puis, il le secouait ou donnait un coup de pied. Et donc, quand tu amplifies ces sons ben, et que tu fermes les yeux, mais tu as l'impression d'être dans l'espace. Mieux encore au niveau du son. Et je vais revenir sur la mélodie, hein, je ne fais pas Oui, une oui, digression volontaire. d'accord. Mais j'avais rencontré une personne qui, encore en termes d'ouverture d'esprit, hein, m'avait fait écouter, m'avait fait découvrir une musique, enfin c'était plutôt du son, qui était issu des plantes. Ah oui, C'est-à-dire qu'il oui. y avait des capteurs qui étaient posés sur les plantes et il y avait un amplificateur donc colossal qui permettait d'amplifier ce son qui est quasi inaudible. Et c'est pareil, on avait vraiment l'impression en fermant les yeux qu'on se disait mais bon sang, on est dans l'espace, quoi, c'est pas possible. Mais pareil, si tu mets un capteur sur ton abdomen, par exemple, sur l'estomac, etc., et que tu amplifies, mais tu as l'impression Oui. d'être dans l'espace. Et c'est incroyable comment cet espace, il est Wow. présent partout, tu vois. Donc vraiment, Wow. le son, moi, ça me plaît en termes de texture, de matière, et comment ça vient exciter l'imaginaire, tu vois, d'une certaine manière, le solliciter en tout cas. Et après, bah, les mélodies, moi, je trouve ça bah, forcément génial. Il y en a qui parlent à... Il y en a qui me parlent, il y en a qui me parlent moins. Et il y a même des musiques qui seraient exemptes de mélodie et qu'on peut retrouver dans du rythme uniquement. Quand on écoute des Africains, par exemple, qui font un groupe d'Africains qui utilisent des tam-tams et tout ça, vraiment, il y a vraiment un phrasé. Bien sûr. Donc la Super. mélodie, finalement, on pourrait dire qu'elle est partout, quoi, je crois, hein. Super, merci. Bon, allez, une autre.
Ah, on parlait de, je sais pas si on en a parlé, oui, de personnage. Comment vois-tu ton personnage? C'est un peu spécial comme question, parce que moi je me rends compte que bah voilà, au début je suis dans mon personnage, etc. Là, au sens de la persona, tu vois, de Jung. Mais bon, on peut prendre plein de sortes de personnages. C'est une drôle de question. Je sais pas comment je répondrais si je me la posais à moi-même. Comment vois-tu ton personnage? Bon, je sais pas. Est-ce que tu peux répondre à ça? Une drôle Ah de oui, oui, question. oui, oui. Et puis, avec beaucoup d'honnêteté, en fait, parce que, bon, je vais faire avec ce qui me vient là tout de suite, hein, parce que tu me poses Oui. la question demain, dans une semaine ou il y a 3 mois, c'était forcément pas pareil. Mais là, ce qui me vient, c'est une forme d'ambivalence, de paradoxe. Hum, Tu vois, c'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression que je suis capable de faire plein de choses. Alors, bon, c'est peut-être entendu comme de l'orgueil, mais en fait, je pense que c'est plutôt un espace de curiosité. En fait, vu que je suis curieux et qu'il y a plein de choses qui m'intéressent, j'ai l'impression que dans chacune de ces choses qui m'intéressent, il y a quelque chose qui peut être fait. Mais je n'envisage pas la lune, quoi, hein. Juste, justement, de vivre l'expérience et de ressentir comment ça me fait vibrer en quelque part, tu vois. Donc ça, c'est un pôle. Et il y a l'autre, justement le côté ambivalent, un peu paradoxal, qui fait que je vois bien qu'il y a un espace en moi qui me restreint, qui n'ose pas complètement y aller à fond, quoi, tu vois. hum. Voilà, donc c'est un Bah peu... écoute, intéressant, hein, parce que ça résonne en moi aussi, tu vois. Je Ouais, pense qu'on est deux multipotentiels, là, et ça va résonner pour tous les multipotentiels. Et oui, il y a plein de chemins, mais on est bien. Alors, tiens, bah justement, venons là-dessus, puisqu'on a fait, tu m'as fait une séance donc de kinésiologie intégrative. Alors, tu vas expliquer un peu ce que c'est, mais ce que je peux te dire tout de suite, c'est que normalement, tu dis après la séance, bon, c'est mieux de se reposer, etc. Manque de pause, j'avais trop de travail, je me suis mis à fond. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai fait une marche à un moment donné, le lendemain, et j'ai eu une réponse à une question. Donc là, je vais le dire à tout le monde parce que c'est intéressant. Je fais mon storytelling un peu là, tu vois. Mais j'imagine. voilà. Comme j'ai envie, ouais, d'être un artiste, d'être sur scène, même d'être à l'école de l'humour, là, faire l'humoriste. Bon, faut être un peu fou à 70 ans, dire je vais me lancer dans l'humour sur scène. C'est bon, mais pourquoi pas? Bon, mais et puis j'ai envie de aussi donner des conférences. Bon, et j'ai eu vraiment la réponse comme par télépathie en marchant qui m'a bien fait comprendre que quand j'écris un spectacle, en fait, souvent, je veux faire passer un message, mais parfois, je veux faire trop passer de messages. Donc, si je fais trop passer de messages, bah, c'est plus du divertissement, et puis bon, on n'est plus tout à fait dans le cadre. Et dans les conférences, j'aime pas être didactique, j'aime bien faire rire les gens et participer, etc. Bon, et là, je me suis dit, finalement, pour moi, il y a urgence de faire passer les messages. Donc, c'est mieux les conférences où je ferai peut-être rire un peu et bouger les gens. Voilà. Donc, déjà, je voudrais te remercier là-dessus parce que choisir, c'est renoncer. Hein. Tu dis, voilà, on peut faire ci, on peut faire ça. Mais à un moment donné, il faut quand même choisir. On est quand même en 3D avec un temps relativement limité. Bon, peut-être que dans 10 ans, on va être complètement des êtres de cristal et puis on va vivre 500 ans comme sur Vénus. Mais pour l'instant, c'est pas tout à fait ça. Donc, je te remercie vraiment parce que je me dis, bon, attention, quand j'ai dit je renonce à faire du spectacle moi-même, je renonce pour l'instant. Hein, on verra dans 10 ans, tu vois. Peut-être que quand j'aurai 80 ans, voilà, je pourrais le faire. En tout cas, bref, j'ai perdu mon. Alors, j'ai perdu la. Oui, la question, c'est ça, c'est est-ce que tu peux parler. Ou alors on le garde pour tout à l'heure, parce que là, j'ai une autre question qui me vient et qui est assez intéressante. Alors, on va revenir, parce que là, je parle beaucoup. Parle-moi de ton expérience avec Amma, parce que c'est. Moi aussi, j'ai reçu quelque chose de très, très fort avec Amma. Alors, parle-moi d'elle. Oh ben, l'expérience avec Ama, c'est au même titre qu'avec le chamanisme que j'ai expérimenté avec les Shipibo, Konibo en Amazonie, c'est une expérience qui est indélébile, quoi. C'est pareil, c'est fort. Ce sont vraiment des expériences pour lesquelles les mots me manquent, hein, vraiment. Mais l'expérience avec Ama, c'était encore un fameux hasard. Tu vois, j'ai un ami qui me parle de Ama. Il me dit, écoute, dans quelques jours, ou dans 10 jours, je sais pas, je vais à Toulon rencontrer Ama, qui passe 2, 3 jours. D'ailleurs, il me semble qu'elle le fait encore, hein, chaque année, me semble-t-il, potentiellement. Voilà, c'était à Toulon en fin d'année, en novembre. Et il me dit, bah, viens avec moi.
Et j'ai été ouvert à la proposition et je suis allé. Et donc, en fait, c'est lors de la rencontre avec Ama, dans un zénith à Toulon, que j'ai pu déjà sentir une atmosphère vraiment particulière. Parce que Ama, c'est cette femme donc indienne qui prend les gens dans ses bras, qui fait des hugs. Mais sauf que moi, je pensais que c'était un hug, un gros câlin, qu'on allait ressentir l'amour d'une femme qui en déborde, tu vois. Et en fait, dans mon expérience, ça n'a pas été ça. Enfin, oui, forcément qu'il y avait de l'amour, parce que sans l'amour, ça n'aurait pas pu se faire. Mais quand je suis passé dans les bras d'Ama, en fait, ce qui m'a surpris, c'était qu'en fait, il y avait son corps physique qui était là. En fait, elle est dans une forme de transe. Donc, elle est assistée par plein de personnes autour d'elle parce que c'est comme si finalement, elle gérait rien du tout, quoi. Donc, il y a un corps physique qui est animé, mais c'est comme si la conscience d'Ama n'y était pas. Et donc, ça crée comme on va dire, un espace de réception en l'occurrence, dans mon expérience, pour ma mère qui était décédée il y avait déjà plusieurs années, quoi. C'est pour ça que ça a été vraiment une surprise parce que il me semble, alors je sais pas si on fait jamais un deuil, honnêtement, mais il me semble que la douleur issue du décès de ma mère, c'était quand même amoindri, dissipé. Donc j'allais pas là-bas en me disant je vais tomber sur ma mère potentiellement, parce que la médiumnité, tout ça, ça faisait pas partie de mon univers direct ou indirect, hein. Mais voilà, dans cette expérience qui dure pas longtemps, parce qu'on reste dans les bras d'Ama, en fait, j'en sais rien, mais peut-être 15 secondes ou 20 secondes ou 30 ou moins. Mais quand je suis passé dans ses bras, ben, il y a ma mère qui m'a parlé, quoi. Oh. Et ça, c'est complètement fou, parce que je n'y attendais pas du tout. Moi, je pensais voir Ama avec un œil qui brille, beaucoup d'amour, et puis en fait, j'arrive vers un corps physique qui est animé, mais pas d'une conscience individuelle, j'ai l'impression, en fait. Et puis au moment où je passe dans ses bras, j'entends ma mère qui me parle. Alors là, je t'assure, mais Wow. c'est complètement incroyable parce que, en fait, c'est ce que je cherche à dire dans le livre, c'est qu'il y a deux espaces, et on voit bien que le mental est lié au temps parce qu'il a un temps pour réagir, alors qu'il y a toutes les cellules de mon corps qui reconnaissent la cellule mère, quoi, tu vois. J'entends le message, le mental, il dit, mais attends, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est maman, tout ça? Et en fait, il y a le corps qui est dans une évidence incroyable d'être en contact avec la Mm. cellule mère, donc ma mère, quoi. C'est ça qui est fou. Et donc le mental, je vois qu'il se dit, ah ouais. Donc c'est subjugant comme truc, parce que le mental, il patauge, il n'arrive pas encore à faire des liens, et pourtant il y a l'évidence que c'est ça, quoi. Donc après ce moment-là, je sais pas combien de temps j'ai mis pour que le mental, il accepte que ce soit bien ça, j'étais dans l'évidence, tu vois. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai eu une très belle expérience avec Amma aussi. Et quand, alors, je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais c'était tellement fou, j'étais obligé de m'asseoir. Après, je pouvais plus bouger, quoi. Je veux dire, c'était tellement. Et c'est pareil, comme tu dis, ça dure même pas, peut-être moins de 30 secondes, quoi. Je veux dire, Eh oui. voilà. Un électrochoc cosmique, Ah intergalactique. ouais, ah oui, non mais vraiment, là, ça a été Super, c'était bon. incroyable. Merci de ce partage. Alors, une autre, c'est quoi ça? Ah oui, là, bah, on revient au Québec, du coup. Et tu cites Lise Bourbeau. Bah, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as apporté, donc Lise Bourbeau? Ben oui, Elise Bourbeau, alors moi je trouve qu'elle a fait un travail absolument remarquable dans son livre Les 5 blessures de l'âme qui nous empêchent d'être soi ou heureux, enfin je sais plus, les 5 blessures d'âme, c'est connu comme ça, que ce sont les cinq, enfin les gros caractères. Et en fait, moi ça m'a aidé à comprendre des choses que je ressentais et puis en quelque part la façon dont la personnalité peut se structurer à partir d'une blessure, tu vois. Donc rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. Moi, j'aime bien rajouter un peu l'impuissance. Peut-être pas forcément une blessure, mais c'est quand même quelque chose que je retrouve assez souvent dans les consultations. Donc, ce que je trouve énorme, c'est qu'elle a mis le doigt quand même sur 5 mots qui expliquent beaucoup, beaucoup, beaucoup de schémas comportementaux qui se Hum, construisent après que la blessure a été vécue. hum, Et puis ce que je trouve énorme, c'est vraiment cette façon qu'elle a eue de faire le lien aussi avec la structure du corps physique. ok, C'est-à-dire que dans le livre, on voit bien les 5 profils. Elle propose vraiment une anatomie, c'est-à-dire en fait le squelette, la structure, puis on prend aussi la structure familiale hein, dans une forme d'analogie.
la façon dont on peut, en fonction du rejet, chercher en quelque part à être tellement discret parce qu'on s'est senti rejeté éventuellement par le père ou la mère, parce que en fait, quand la mère est tombée enceinte, c'est un exemple, hein. La femme tombe enceinte et c'était pas forcément prévu. Et donc, imagine, il y a un espace, un moment où quand elle l'apprend, elle se dit, oh, c'est pas le bon moment, tout ça, ce serait peut-être mieux d'avorter, etc. Et puis le conjoint. Et là, ça peut être un programme inconscient qui vient dire, OK, la première fois où je suis arrivé, en fait, j'ai pas été bienvenu. On a cherché à me rejeter si on a envisagé une intervention volontaire de grossesse. Donc, c'est super intéressant de voir comment, si cette blessure de rejet est une de nos blessures prioritaires, on va dire, comment dans la morphologie, en fait, le corps va se développer tellement peu pour chercher à prendre le moins de place possible et à être discret, pour gêner le moins possible, pour Hum. réveiller le moins possible chez l'autre l'envie qu'il puisse avoir de nous rejeter. Oui, Donc, si j'ai été rejeté, il ne faut pas que je prenne de place du coup maintenant que je suis là. c'est ça. Et on voit que quand il y a la blessure du rejet qui est prioritaire, on va dire d'une certaine manière, il y a vraiment des corps qui se développent très peu. Un squelette mince, des personnes qui sont pas grasses, voire un peu maigres éventuellement. Donc Hum. je trouve ça colossal. Vraiment, les rapprochements qu'elle a fait, déjà les 5 blessures, c'est génial. Enfin, ça donne une base à partir de laquelle on peut Oui. commencer à comprendre des choses dans nos mécanismes et puis voir la puissance finalement de l'inconscient sur le corps. Alors là, donc oui, je trouve c'est un énorme cadeau qu'elle a fait, hein. Oui, oui, Donc, pour moi aussi, pour moi aussi. Alors, une autre question. Peux-tu développer la première phrase de ton livre que tu as mise en exergue? Alors attends, j'écris tellement bien. Ah oui, en fait, ton livre est dédié à celles et ceux qui désirent s'engager avec et envers eux. Avec et envers eux. Alors, c'est toujours fort quand on met une phrase en exergue pour un livre, hein. Des fois, on met une citation de quelqu'un d'autre, mais non, là, c'est toi qui parles. Donc, est-ce que tu peux développer un peu ça? J'ai écrit un truc, j'arrive pas à me relire ce que j'ai mis. Peu importe, ça va revenir. Ceux qui désirent s'engager, parce que j'ai du mal à comprendre s'engager avec, mais s'engager envers soi. Qu'est-ce que tu veux dire par cet envers? ben, en fait, cette phrase, moi, elle me parle énormément parce que j'ai mis au début du livre parce que ce livre, je pense que déjà, dans ce qui est mis en lumière, c'est pas exhaustif. Parce que dans les choses qui nous influencent, il y en a quand même plus que ça. Mais là, c'est vraiment les choses qui reviennent régulièrement en cabinet et surtout qui permettent de comprendre certains mécanismes. Et en fait, dans ces mécanismes que je décris dans le livre, il y en a qui sont un peu archaïques, presque en quelque part biologiques, tu vois, reptiliens. C'est-à-dire qu'on a beau poser de la conscience ou de la volonté, ça ne fait pas forcément que ça bouge les curseurs. Et donc, en fait, je pense qu'à partir du moment où on comprend qu'il peut y avoir des mécanismes archaïques qui peuvent nous gêner à avancer avec la fluidité qu'on voudrait, ça permet déjà de moins se prendre la tête en se disant qu'on est la dernière roue du carrosse et que ça marche pour tout le monde et pas pour soi. Tu vois, ça permet de déculpabiliser un peu et de se dire, ok, effectivement, s'il y a des peurs ou des mécanismes archaïques qui font que j'arrive pas à avancer là-dedans, on va dire que en kinésiologie, on dira que c'est la neurologie qui est sous stress. Et s'il y a vraiment un fort stress pour aller dans une direction, ben, en fait, on a beau faire de la volonté, méditer, tout ça, machin, ça va pas être évident d'y aller. Donc l'idée, c'est de montrer qu'on peut avoir une bonne volonté et les choses ne bougent pas. Mais c'est pas parce qu'elles ne bougent pas qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'il y a la kinésiologie classique, la kinésiologie